Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Thetford, l'entreprise Exterra reçoit 600 000 $ pour son projet visant à extraire la silice, le nickel et le cobalt des résidus miniers. À Montmagny, un important projet de distribution de gaz naturel. À Saint-Gabriel de Brandon, le programme Nouveaux Horizons reçoit 185 000 $ pour soutenir les activités destinées aux aînés. À Pincourt, visite de l'un des nouveaux centres de récupération Consigne Action. À Forestville, les Chippies présentent un spectacle conçu pour souligner, le 8 mars de chaque année, la Journée du droit des femmes. À Donnacona, le groupe Les 430 sous regroupe des mordus de musique qui se rencontrent à chaque semaine. À Passepébiac en mars et partout en Gaspésie à l'année, des cours de danse hip-hop sont offerts aux jeunes. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Amqui, où, il y a maintenant 2 ans, un chauffeur heurtait volontairement les piétons, causant 3 décès et traumatisant toute la communauté. L'équipe de la TVC Matapédia était à la cérémonie de commémoration ainsi qu'à l'inauguration du monument en souvenir des victimes. C'est merveilleux de tous vous voir, de voir combien se sont déplacés pour se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Alors, chers Amoukouyens, Amoukouyennes, gens de la Matapédia, famille, proches, amis. Aujourd'hui, 13 mars, nous sommes réunis au cœur de notre ville, portés par le souvenir, la résilience et la solidarité qui nous unit. Merci, merci à vous tous d'être présents. Il y a 2 ans, notre communauté a été profondément touchée par un événement qui a emporté Gérald, Jean et Simon Guillaume, laissant un grand vide dans le cœur de leur famille, leurs amis et de nous tous. Ce même événement a également marqué Pauline, Jennifer et ses enfants, Ashley et Olivier, Jocelyn, Marjolaine, Jean-Eudes et Micheline, qui ont traversé cette épreuve des plus difficiles. Je sais à quel point ces moments qui ont suivi vous ont affecté. Vous vivez l'absence d'un proche, d'un fils, d'un mari, d'un ami. À travers tous ces moments qui ont suivi, sachez, j'ai énormément pensé à vous. Vous occupez toujours une grande place dans mon esprit, dans mon cœur, et ces liens que nous avons créés sont très chers pour moi. Que ce soit lors d'un anniversaire, de la période des fêtes ou de tout autre événement, mes pensées sont et continueront d'être avec vous. En tant que communauté, nous avons été ébranlés, mais jamais nous n'avons été seuls. Face à l'inimaginable, nous avons trouvé soutien les uns auprès des autres. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Nous dévoilerons un espace commémoratif
qui marquera notre volonté à ne jamais oublier. Mais avant de procéder à ce dévoilement, je veux faire des remerciements. Vous savez, on n'en fait jamais trop, des remerciements. Alors, merci aux membres des services de première ligne et leurs représentants. Nous serons toujours reconnaissants du travail que vous avez accompli pour celui que vous, et aussi le travail que vous continuez de faire. Nous avons les équipes de soins préhospitaliers d'urgence, les paramédicaux, les ambulanciers. Nous avons le personnel médical à l'hôpital d'Amqui qui a aussi fait un travail extraordinaire et aussi les membres du psychosocial, du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Nous avons la Sûreté du Québec qui était là aussi, le service incendie de la MRC de la Matapédia, le réseau éclaireur de la MRC de la Matapédia, Rayon Partage Santé mentale. Je vais faire un petit crochet à ce moment-ci. Plusieurs de nous portons une petite épinglette. Cette épinglette, on est aujourd'hui le 13 mars, je l'ai dit plus tôt, mais le 13 mars a été aussi décrétée la journée nationale de la promotion de la santé mentale. On a des ressources pour prendre soin de sa santé mentale. Utilisons les ressources. N'hésitons surtout pas. Alors, merci à vous tous que j'ai nommés et que je n'ai pas nommés, mais qui méritent un merci. Merci de votre professionnalisme. Merci aussi à mes collègues élus de la ville d'Amqui et de toutes les municipalités de la MRC, de la Matapédia, ainsi qu'à nos 2 députés qui sont toujours présents. Votre présence chaque année me touche profondément. Merci à Kindé, notre abbé du diocèse de Rimouski. Merci pour ta présence, ton soutien et ton amitié aussi. Rappelons-nous qu'Amqui est une communauté tissée serrée, une communauté qui sait que la mémoire n'est pas un poids, mais un point d'ancrage. Ici même, dans les jours les plus sombres, il y a toujours une main tendue ou une épaule sur laquelle s'appuyer. Merci à vous tous. Merci d'être là. Désormais, au centre-ville, ici, sur le terrain de la gare d'Amqui et près des événements qui se sont produits en mars 2023, nous dévoilons un espace commémoratif permanent. Cet espace est un symbole. Ce que nous avons construit ici n'est pas seulement un lieu de recueillement, c'est un rappel que même après l'épreuve, nous avançons ensemble. Il est maintenant temps de procéder au dévoilement. En mémoire de Gérald Charret, Jean Lafrenière, Simon Guillaume Bourget. Un espace qui a marqué notre communauté, un espace qui rappelle la force de notre solidarité. Ces silhouettes rappellent celles et ceux qui ont traversé l'épreuve à nos côtés. Certaines s'envolent, mais elles ne s'éloignent pas. Elles s'unissent telle une volée d'oiseaux. Ensemble, elles conservent le souvenir des personnes qui nous manquent. Ce cadre est donc une fenêtre ouverte sur la mémoire. Il nous invite à regarder, à voir ces silhouettes qui nous rappellent ceux qui nous ont quittés et ceux qui restent. En regardant à travers ce cadre, nous voyons le vide laissé par ceux qui nous manquent. Oui, mais nous voyons aussi
la vie qui continue, la lumière qui perce l'ombre. Il était important pour nous de donner une vue sur le boulevard, pour nous rappeler ce qui s'est produit, mais également pour illustrer ce qui maintenant nous unit. Cet espace, je suis fière de vous dire qu'il a été conçu et produit à 100% par des entreprises et des artisans d'Amkoui, du début jusqu'à la fin. Alors, notons que le dévoilement d'aujourd'hui, bon, est temporaire. On va y croire un petit peu avec la neige puis le socle. Le travail se poursuivra donc au début de la saison estivale avec l'aménagement paysager qui va suivre. Je vous invite donc, vous tous, à revenir. Ceux d'Amkoui, ça va être facile, mais ceux de l'extérieur, revenez au cours de l'été pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors aujourd'hui, faisons la promesse que cet espace ne sera jamais qu'un monument silencieux, mais un lieu vivant où l'amour triomphe du chagrin et où l'espoir fleurit à chaque saison. Je vous offre les mêmes mots qu'en 2023 et en 2024. Jamais nous n'oublierons le 13 mars 2023. Toujours nous serons une grande famille, toujours ensemble pour vous. Merci à vous tous. Merci de votre présence. À Thetford, on envisage de recycler les quelques 800 millions de tonnes de résidus miniers pour en extraire la silice, le cobalt et le nickel, nous rapporte Geneviève Cyr de TVCRA. Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour cette importante annonce qui permettra d'appuyer l'accélération de la transition énergétique au Québec. Au nom d'Extera Solutions Carbone, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement du Québec et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour leur important soutien financier de 600 000 $ octroyé à notre projet de production de minéraux critiques et stratégiques. Cette aide accordée dans le cadre du programme Paris-DM est une reconnaissance précieuse de notre engagement envers le développement durable et l'innovation dans le secteur minier. Notre mission chez Extera, c'est d'intégrer l'industrie minière dans l'économie circulaire pour aider à combattre la crise du carbone. Le projet dont nous parlons aujourd'hui a un objectif ambitieux, c'est d'optimiser et de valider les performances de notre technologie en phase pré-commerciale, d'extraction du nickel et du cobalt, deux minéraux critiques et stratégiques, à partir des résidus miniers amiantés de la région de l'Estrie de Chaudière-Appalaches. La réussite de ce projet viendrait appuyer nos efforts d'investissement en vue de la construction d'une usine commerciale prévue en 2028. Cette future installation permettra d'exploiter le potentiel des 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés, dans lesquels se trouvent près de 2 millions de tonnes de nickel. Pour donner une idée, c'est assez de nickel pour faire environ 80 millions de batteries. Donc, il y en a énormément. Pour le Québec, on a le potentiel de devenir le premier producteur de matériaux avancés de batteries de véhicules électriques issus des résidus miniers amiantés. Nous avons le potentiel de développer l'une des chaînes de valeur les plus courtes pour le nickel destiné à l'électrification des transports en Amérique du Nord. Actuellement, Extera, on est en opération pré-commerciale. La technologie d'Extera ne se limite pas à l'extraction du nickel et cobalt, par contre. C'est une des seules technologies disponibles qui permet de valoriser jusqu'à 90 % des minéraux contenus dans les résidus miniers amiantés. Puis notre procédé aussi, le premier procédé au monde qui est capable de générer un oxyde de magnésium complètement carboneutre. C'est une avancée technologique majeure qui va soutenir la décarbonation de plusieurs industries. Notre technologie de revalorisation des sites miniers a le potentiel de transformer l'industrie locale et ensuite d'être exportée à l'échelle mondiale. Notre travail a déjà été reconnu par l'industrie avec plusieurs prix des partenariats stratégiques de classe mondiale, notamment avec BASF, WSP et Énergie et Développement.
Mais au-delà des récompenses et partenariats, et SGS Canada, mais au-delà des récompenses et partenariats, notre plus grande fierté, c'est l'impact positif que nous avons sur l'économie locale. Nos projets créeront des emplois spécialisés de très haute qualité tout en revitalisant des régions impactées par leur historique minier. Pour conclure, je tiens à réitérer nos remerciements sincères au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour son soutien indéfectible. Votre confiance en notre vision nous honore et nous motive à poursuivre nos efforts. Merci également à nos partenaires dévoués, aux villes de Thetford Mines et de Val-des-Sources pour leur soutien continu, ainsi qu'à toute l'équipe d'Extera pour leur travail rigoureux. Ensemble, nous transformons un passif environnemental en un actif durable. Nous allons créer plus de 100 emplois, nous luttons contre les changements climatiques et nous démontrons que l'industrie minière peut être un moteur de l'économie circulaire et de la transition énergétique. Je suis impatient de vous tenir informé des prochaines étapes de notre projet passionnant qui aura un impact durable sur notre province, notre pays et notre planète. Merci beaucoup. Projet aide financière du gouvernement du Québec pour la compagnie, l'entreprise Extera, plutôt Minéraux Critiques. Isabelle Lecourt, une aide financière de 600 000 $. Oui, je suis vraiment très contente de cette annonce-là et de l'octroi d'un 600 000 $ de la part du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Un projet qui touche la région de Thetford et Val-des-Sources. Oui, c'est ça. Donc, l'entreprise Extera va extraire les minéraux critiques et stratégiques d'abord, puis ensuite va faire de la captation de CO2 avec le reste des résidus. OK. On va en prendre ici dans la région ou dans les deux régions? Olivier Dufresne est avec nous, oui. Oui. Donc, les résidus miniers sont pratiquement identiques entre les deux régions. Donc, évidemment, le but, c'est d'extraire le plus de valeur de ces résidus-là, puis d'avoir une technologie qui s'applique aux deux pour qu'on puisse... le Québec en bénéficie le plus possible. Puis, comme Mme Lecourt mentionnait, notre procédé nous permet d'extraire 3 produits de ces résidus-là. Donc, la silice, les minéraux critiques et stratégiques, donc le nickel et le cobalt, puis de produire un oxyde de magnésium qui peut être utilisé pour séquestrer le CO2, pour l'emprisonner sous forme rocheuse pour des milliers d'années. Oui, vas-y. Puis à quoi va servir essentiellement la subvention que vous venez de recevoir? Donc, la subvention est vraiment pour perfectionner notre procédé d'extraction du nickel et du cobalt, donc qui est la portion vraiment minéraux critiques et stratégiques de notre procédé. Parce que c'est un ajout, dans le fond, parce qu'au départ, vous faisiez que la captation du carbone. Non, ça a toujours été... notre objectif a toujours été de valoriser le plus possible les minéraux qui sont contenus dans ces résidus-là. Donc, c'est de passer à la prochaine étape, d'opérer l'extraction du nickel et du cobalt à une plus grande échelle pré-commerciale en prévision de notre usine commerciale. Et le potentiel est incroyable dans la région. Vous parlez des quantités de batteries qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Là. Oui, bien, si on prend, selon les échantillonnages dans les deux régions, en moyenne, dans les 800 millions de tonnes de résidus miniers amiantés, il y a à peu près 2 millions de tonnes de nickel. Donc, c'est une ressource incroyable. Puis 2 millions de tonnes de nickel, environ 26 kg de nickel par batterie. Donc, ça revient à 80 millions de batteries qui peuvent être produites grâce au nickel qui est ici. 2028, une usine qu'on va implanter, c'est pas encore déterminé? C'est pas encore déterminé. C'est une usine qui va, d'échelle commerciale, qui vise à traiter plus de 1000 tonnes de résidus par jour. Et quand on parle de batterie, ce serait pour des véhicules électriques? Oui. Donc, le nickel, c'est une des composantes importantes pour les batteries. Là. Exactement. Puis vous visez soit l'Estrie ou Chaudière-Appalaches pour votre usine. Comment on peut faire pour que vous choisissiez Chaudière-Appalaches? Écoutez, c'est à la fin de la journée, on fait une technologie qui a le potentiel d'être agrandie puis d'aider à traiter ces résidus-là dans les deux régions. Notre but, c'est d'avoir plus d'une usine au Québec. Puis la détermination de la première usine, c'est des études approfondies qui vont pouvoir nous amener vers le lieu final. Moi, j'aurais un commentaire en terminant. Puis, d'ici 2040, la demande pour le graphite, le cobalt, le nickel devrait être multipliée par 20. Donc, on va avoir un gros avantage ici dans la région.
Je rejoins maintenant Jean Carbonneau à CMA TV pour faire le tour des dossiers d'actualité dans sa région. Jean, bonjour. Bonjour, Martin. Jean, avant de parler d'actualité, parlons un peu du territoire que vous couvrez à CMA TV pour bien placer nos auditeurs. Bien sûr. CMA TV, on est situé vraiment dans la ville de Montmagny, qui, si on veut, être le point central de la région de la Côte-du-Sud, qui fait partie du territoire de Chaudière-Appalaches. Alors, la Côte-du-Sud, c'est grosso modo, ça part, mettons, à l'est de la ville de Lévis, aller jusqu'à la fin du territoire de Kamouraska, vraiment la limite là avant Rivière-du-Loup. Et on couvre vraiment toute la portion jusqu'aux lignes américaines, si on veut. Vous avez présentement un important projet de 10,8 millions de dollars qui porte sur du gaz naturel. Oui, effectivement. En fait, c'est la région de Bellechasse qui est située à l'ouest de la région de Montmagny. Oui. Alors, c'est Développement économique Bellechasse qui sollicite un soutien financier dans le but d'obtenir un approvisionnement de gaz naturel qu'on appelle portée comprimée. Alors, ça part en fait du gaz naturel ou du gazoduc d'Énergir qui se rend jusqu'à Montmagny, mais qui ne couvre que les entreprises qui sont situées au littoral. Et les entreprises qui sont situées dans les terres au sud, eh bien, ne peuvent pas être connectées avec ce gazoduc-là. Alors, le gaz porté comprimé permettrait justement d'aider, si on veut, les entreprises qui sont vraiment situées au sud de notre territoire. Donc, on pourrait, par exemple, remplir des camions-citernes et rendre cette ressource-là pour le chauffage ou pour les entreprises disponible à ceux qui ne sont pas à proximité du gazoduc. C'est ce que je comprends? Exactement. C'est un projet de 10,8 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Et ça permettrait une baisse annuelle de environ 7500 tonnes de CO2 équivalent d'ici la 3e année d'opération. Et ça donnerait également une réduction significative des coûts aux entreprises, jusqu'à 40 à 45 %. Et là-dessus, il y a M. Alain Vallière, qui est directeur général de Développement économique Bellechasse. On a un extrait d'une entrevue qu'il est venu nous faire ici même à CMA TV hier. Alors, il nous explique le but de ce projet-là et il va nous donner une bonne idée de ce qu'est le gaz naturel porté comprimé. On l'écoute. Mais on avait d'autres entreprises qui avaient des besoins de gaz naturel, mais compte tenu des coûts très élevés, on a demandé à Énergir de dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller desservir nos entreprises, leur faire bénéficier d'une source d'énergie beaucoup moins chère, aussi moins polluante que le gaz propane ou encore et aussi le mazout lourd. Et c'est là où on nous a dit qu'il y aurait le gaz naturel comprimé. Alors, c'est pressurisé, là, mais comprimé, puis porté, la raison c'est qu'on l'amène dans les entreprises. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit avec le gaz propane qu'on va porter dans les entreprises. Là, on se branche directement sur le réseau d'Énergir, on le comprime, on le met dans des bonbonnes. Par la suite, c'est distribué dans les entreprises et on peut atteindre un rayon de 100 à 150 km à partir de notre station de compression. Alors, c'est un projet qui a déjà reçu un appui financier pour la réalisation d'une étude de faisabilité, dont les conclusions ont confirmé la viabilité ainsi que les avantages du gaz naturel porté comprimé. Maintenant, il restera à savoir si le gouvernement du Québec aura l'oreille attentive à cette demande. À suivre. Eh oui. Il y a des personnalités chez vous, tout près de 40 personnalités, qui ont reçu la médaille du couronnement du roi Charles III. Bien sûr. Alors, à l'instar de bien d'autres régions dans le Grand Canada, la circonscription fédérale de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup a également pu compter sur la distribution d'environ, pas d'environ, mais exactement de 40 médailles. D'accord. Dimanche dernier, le 16 mars. C'était au centre Bombardier à la Pocatière et c'est notre député fédéral, M. Bernard Généreux, qui a récompensé 40 récipiendaires qui avaient été choisis, si on veut. Et entre autres, parmi ces personnalités-là, on retrouve quelques noms d'importance, comme par exemple M. Bernard Bélanger, qui est président du conseil d'administration de la compagnie Premier Tech, qui est basée à Rivière-du-Loup. C'est une entreprise mondiale, internationale. Également, Mme Chantal Caron, qui est fondatrice de l'école de danse Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli. Et puis, Mme Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. M. Rénal Ouellette, fondateur du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, ainsi que Michel Montminy, qui est notre président directeur général ici même à Montmagny.
c'est toujours apprécié ces gestes de reconnaissance. Absolument. Par ailleurs, on s'en va vers des élections. Hein? On sait que c'est courant. Puis on apprend que le comté fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup va changer de nom et va changer également de configuration. Effectivement. Ça sent les élections fédérales, comme tu le mentionnais. Et au mois de juin 2023, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales avait procédé au changement de nom ou de dénomination de la circonscription fédérale que tu viens de nommer, qui était Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Qui va s'appeler comment? Le nom n'était pas assez long. On va le nommer maintenant Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Et ce changement-là devait apparaître au moment de la prochaine élection qui suivait cette décision-là. Donc, ce qui devrait tomber sous peu, la prochaine élection. On voit le changement là, à l'écran, mais c'est vraiment très grand comme circonscription. Ça devient de plus en plus grand, en tout cas. Là, on le voit bien, là. On le voit très bien. Écoute, on va passer d'environ 7500 km² à plus de 11 000 km². Et notre député devra circuler ou faire beaucoup de voitures puisque la population pourrait être desservie. Et il devra parcourir tout ce territoire-là pour une population qui va passer de 97 000 habitants à plus de 116 000 habitants. Donc, c'est des changements majeurs qui s'appliquent pour les prochaines élections. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des candidats qui sont confirmés? Parce que je sais que ça brasse beaucoup dans les partis politiques actuellement. Chez vous, est-ce qu'il y a des confirmations? Est-ce qu'on sait déjà qui va être candidat? Il y en a deux qui sont déclarés. La première candidature, c'est notre député actuel, M. Bernard Généreux, qui représente le Parti conservateur. Alors, lui se prépare pour un 6e mandat consécutif. 6e mandat? Oui. Oui, absolument. Mais il y a quand même des mandats qui ont été faits, là, je crois, des mandats de 2 ans au travers. Là. Donc, ce n'est pas vraiment 4 x 6, 24. Okay. C'est vraiment là, un 6e mandat. Et puis également, on voit à la droite Mme Diane Sénécal, qui va représenter le Bloc québécois. Elle-même, elle est directrice du développement local et régional à la MRC de Lillet. Elle est présidente également de la circonscription pour le Bloc québécois depuis 2022 et présentement présidente régionale pour l'Est du Québec depuis 2023. Vous avez un député conservateur depuis de longues années. Présentement, les sondages bougent beaucoup avec l'arrivée d'un nouveau chef au Parti libéral du Canada. Est-ce qu'on a des informations du côté du Parti libéral qui, semble-t-il, tarde à nommer ses candidats un peu partout? Effectivement, je n'ai pas vu encore passer aucun nom qui pourrait représenter la candidature d'un autre parti, quel qu'il soit. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines, nécessairement. En terminant, si tu me permets, dans la dénomination, le mot Katascomique, ça représente en fait le nom de la réserve anciennement qu'on appelait Whitworth, une réserve indienne. OK. Qui est administrée par la Première Nation Wolastoqiyik-Washikipikiuk et c'est situé à 30 km au sud-est de la ville de Rivière-du-Loup en direction du Nouveau-Brunswick. Et on passe par l'autoroute 85 pour s'y rendre, ni plus ni moins. Katascomique, un nom à retenir. Oui, et qui dénote là, de l'ouverture là, pour reconnaître l'importance des Premières Nations sur votre territoire. Voilà. En terminant sur ce sujet-là, après 6 mandats, est-ce qu'on peut dire que votre comté, malgré la modification du territoire, est-ce que c'est un château fort conservateur? Disons que notre député est très bien connu dans la région et c'est un député qui a très qui est là depuis 6 mandats quand même, là? Oui, non, c'est un député qui s'occupe très bien de ses commettants. Alors, à suivre de ce côté-là. Le printemps est à nos portes, puis on sait qu'à certains endroits, ça dégèle assez rapidement. Parlez-nous, là, on me dit là, qu'on intensifie la surveillance, vous, pour vos rivières, notamment la rivière du Sud et la rivière Saint-Nicolas. Oui, exactement. La rivière, ce sont 2 rivières qui serpentent le centre-ville de Montmagny. Okay. Mais contrairement à bien d'autres municipalités ou bien d'autres régions, comme par exemple la Beauce, où la rivière Chaudière, par exemple, est ça va beaucoup de façon... elle serpente beaucoup. Elle serpente beaucoup, oui. Voilà. Alors, on peut voir que la rivière du Sud, qui est la plus importante dans la voit bien, là, oui. Présentement, c'est une rivière qui est quand même pas très sinueuse et dont la pente, si on veut, n'est pas très importante non plus.
D'autant plus que le couvert de glace cette année n'était pas très important. Ce qui fait que lundi passé, on a eu vraiment une débâcle, mais pas très importante. Alors, les glaces, pour la première portion de la rivière, sont parties tout simplement vers le fleuve avec quelques petits amas qu'on peut voir actuellement. Mais sinon, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et depuis quelques années, avec les mesures préventives de la ville de Montmagny, et on s'assure maintenant avec des débitmètres tout au long de la rivière, on s'assure que les dangers sont vraiment pas priorisés, mais on va vraiment en amont, excuse-moi le jeu de mots, mais on va vraiment en amont des problèmes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débit important, pour qu'il n'y ait pas d'inondation comme il y a déjà eu dans le passé. Alors, souhaitons que la situation demeure stable. Et merci, Jean Carbonneau, pour cette tournée ensemble des différents sujets d'actualité dans votre région et au plaisir. Absolument. Au plaisir. À bientôt. Au plaisir. Merci. Danny Bérubé de CTB-TV s'informe auprès du député Yves Perron des modalités du programme Nouveaux Horizons pour les personnes âgées, auquel le gouvernement fédéral vient d'octroyer 185 000 $. Bonjour à vous à la maison. J'ai le plaisir de recevoir M. Yves Perron. Bonjour à vous. Merci de vous être arrêté aujourd'hui dans nos studios. Un grand plaisir. Et on est content parce qu'on vient d'apprendre une bonne nouvelle aujourd'hui. Hein? Il y a eu des sommes qui ont été offertes ou dédiées, si on peut dire. Comment est-ce qu'on peut dire Octroyées. Ça? Octroyées. Merci beaucoup. Pour des beaux projets, surtout un beau projet pour les aînés. Oui. Parlez-nous de ça. Donc, c'est dans le cadre du programme programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est un programme fédéral. C'est un des beaux programmes du fédéral qui met des sommes à la disponibilité des gens du troisième âge pour faciliter la socialisation puis l'accessibilité aussi à des locaux, à des services. Donc, c'est beaucoup les fédérations de l'âge d'or, les FADOC, qui vont formuler des demandes. C'est un programme qui est destiné aux organismes. Et c'est très varié. Ça peut être pour l'achat de jeux qui vont servir régulièrement à ces organisations-là. Ça peut être pour l'aménagement de locaux, l'aménagement de cuisine parfois, des nouveaux outils, un nouveau lave-vaisselle industriel, des choses comme ça, pour faciliter la vie des gens. Quand on organise un souper, puis on est une équipe de bénévoles, puis on a 250 personnes dans un souper, bien, il y a de la vaisselle à faire après. Ça a l'air bête, mais c'est des choses comme ça. Ça peut être aussi, j'ai vu, par exemple, il y a quelques années à Saint-Damien, l'aménagement d'une salle de bain, d'une toilette pour personnes handicapées. Donc, élargir la porte, mettre des barres, des choses comme ça pour que les personnes handicapées puissent avoir accès aux salles de bain. Donc, ça peut être un ascenseur, à la rigueur, l'aménagement d'une rampe d'accès. Donc, il y a différents modèles. C'est tout dans l'objectif d'améliorer la vie sociale des personnes âgées puis d'essayer de briser l'isolement. Mais ça, on rappelle que c'est pour les organismes, ces argents-là. C'est pas pour les gens à la maison. Là, non, c'est ça. C'est pas un programme d'aménagement de domicile. Ça existe. OK. Ça, c'est plus à Québec que ça se situe. Okay. Le programme fédéral Nouveaux Horizons, c'est pour les organismes, les OBNL, dans le fond, qui n'ont pas beaucoup de sous, qui organisent des activités pour les personnes âgées et pour faciliter la vie sociale. Et on s'attend à combien, le montant d'argent? Bien là, pour cette année, c'est ça l'annonce qu'on a faite cette semaine, c'est 185 000 $ qui est rentré dans Berthier-Masquinongé pour 12 projets différents. Donc, ça peut aller jusqu'à 25 000 $ par projet. Donc, c'est beaucoup de sous. Puis c'est intéressant, puis c'est le fun. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours plus de demandes que le nombre de demandes qui sont acceptées, là. Mais moi, je dis aux gens qui ont formulé des demandes, qui ont eu une déception cette année, refaites la demande l'an prochain. On sait jamais. Parce qu'à un moment donné, on fait de l'alternance là-dedans aussi, puis on essaie de distribuer sur le territoire. Donc, c'est pas un programme où nous, on a un impact direct. Là. C'est plus au niveau des fonctionnaires, mais c'est quand même très intéressant. Mais on sait tellement que les aînés ont besoin d'argent, ont besoin de subventions, puis ont besoin d'un peu de tout. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça qu'on apprend là, ce matin. Oui, peut-être de socialiser, ça fait que les gens rencontrent des nouvelles personnes, font des amis, sont au courant de l'actualité. Tu sais, une petite demi-heure de danse en ligne, c'est pas mauvais pour la santé. Bon, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est toujours agréable, puis ça me permet d'aller les visiter puis de faire moins de vaisselle. Oui. Pas besoin de se concentrer. C'est ça. C'est tout le temps qu'on a. Ben je vous remercie c'est tout infiniment. Le temps court, une demi-heure. Merci beaucoup. Hein? Puis je pense qu'on aurait continué encore pour 1 heure. On va se revoir? Oui. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir. Puis je vous souhaite une belle journée à la maison. À la prochaine.
Depuis mars dernier, la consignation des contenants prend un nouvel essor au Québec avec la création des centres Consignation. Et Chantal Bédard, de CSUR.TV, nous explique comment fonctionnent ces nouveaux lieux de récupération. Je me déplace à Pincourt, dans les locaux de consignation qui ont ouvert leurs portes début janvier. Et depuis le 1er mars 2025, la consignation a élargi son éventail pour prendre tous les contenants de boissons prêts à boire en plastique ou en aluminium. Le gouvernement du Québec veut moderniser le système de consigne. Pouvez-vous me donner plus de détails? Oui, en fait, depuis quelques années déjà, le gouvernement a réalisé qu'il fallait moderniser le système de consigne. Donc, la consigne existe depuis 1984. Donc, en 2022, il y a eu un règlement qui a été édicté par le gouvernement qui a nommé l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons comme l'organisme de gestion désigné. Parmi les choses qui ont été mises en place, il y a eu l'élargissement de la consigne à tous les contenants d'aluminium de 100 ml à 2 litres, dont toutes les canettes sont désormais consignées. Il y avait quand même 300 millions de canettes qui n'étaient pas consignées. Il y a aussi eu l'augmentation du montant de la consigne de 5 sous à 10 sous pour la majorité des contenants. Et là, on est à la deuxième phase. Depuis le 1er mars 2025, on a ajouté tous les contenants en plastique de 100 ml à 2 litres. Donc là, on parle des bouteilles d'eau pétillante, des bouteilles de jus, des bouteilles de boissons pour les sportifs, des bouteilles de lait en plastique et quelques contenants de spiritueux en plastique. Et depuis début janvier, il y a un site qui s'est implanté ici dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à Pincourt, où est-ce que nous sommes actuellement. Plusieurs options sont disponibles ici quand on arrive avec nos contenants. Pouvez-vous me donner plus de détails? Oui, alors depuis janvier, on a ouvert au 1430 boulevard du Traversier à Pincourt, un lieu de retour consignation. Dans le lieu de retour consignation, on retrouve 2 services. Un service de retour à l'unité qui, en fait, c'est les récupératrices automatisées qu'on connaît, qui étaient déjà chez les détaillants, qui sont en fait ici un modèle de nouvelle génération qui prend tous les contenants qui sont consignés depuis la phase 1 et 2, mais tous ceux avant aussi. Puis après ça, on a le retour express. Là, il s'agit de télécharger l'application mobile Consignation sur une plateforme connue. On télécharge l'application, on se crée un profil, on entre ses coordonnées et quand on se présente au lieu de retour, on s'identifie à la borne interactive avec son numéro de téléphone, on spécifie combien de sacs on a, la borne interactive nous imprime des étiquettes qu'on appose ensuite sur le sac. Et c'est de cette façon, avec l'étiquette qui est un code QR qu'on est identifié, on dépose les sacs et on s'en va. Et dans les 7 jours qui suivent, on est informé du montant de la consigne sur notre profil et on reçoit un virement Interact qu'on peut encaisser. Quels sont les avantages de consignation versus le recyclage standard, c'est-à-dire le bon vieux bac à la maison? L'objectif du gouvernement était d'inciter les citoyens à atteindre un taux de récupération de 90 % d'ici 2032. Et quand un conteneur est rapporté à la consigne et recyclé à 100 %, donc là, on atteint une valorisation complète, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les autres modes de récupération. Tous les contenants qui sont récupérés ici sont ensuite envoyés dans un centre où on trie les contenants par matière pour qu'ils puissent être valorisés, chacun dans son domaine. Donc, l'aluminium va aller dans une usine pour refaire une canette d'aluminium. Ce qui est intéressant pour l'aluminium, c'est que c'est recyclable à l'infini et on peut compter environ seulement 60 jours pour qu'une canette qui quitte la tablette soit consommée et retourne sur la tablette sous forme de canette. Pour le plastique, c'est envoyé dans une usine pour soit refaire des contenants de plastique ou d'autres utilisations. Là, il y en a de nombreuses. Si on veut plus d'informations, est-ce qu'on a un site web? À quel endroit qu'on peut s'informer? Pour connaître les lieux de retour, on se rend sur le site consignation.ca. Dans la section lieux de retour, il y a une carte interactive dans laquelle on peut entrer son adresse et localiser le lieu de retour le plus près. Il faut savoir qu'il y a plusieurs lieux de retour au Québec, plus de 3500 présentement. Donc, il peut y avoir des centres consignation, des lieux de retour consignation plus, mais il y a aussi les détaillants qui continuent de reprendre les contenants avec leur récupératrice automatisée en vestibule.
Joanie Gaudreau de la télévision du Littoral était au spectacle 100% féministe, présenté à Forestville par la troupe Les Chippies à l'occasion de la Journée du droit des femmes. La Maison Lamidelle de Forestville a invité les Chippies, un groupe composé de 3 artistes féministes, pour souligner la Journée des droits des femmes en chanson et en humour. Le 6 mars, près de 100 Foresvilloises étaient rassemblées au Pavillon des Arts pour rire et pleurer ensemble. La télévision du Littoral était sur place. La maison d'hébergement pour femmes Lamidelle de Forestville a voulu faire différent cette année pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Elle a invité les Chippies sur la scène du Pavillon des Arts pour faire rire et chanter les Foresvilloises. Ce sont près de 100 femmes qui ont pris part à cette soirée exclusivement féminine qui s'est tenue le 6 mars à Forestville. Les spectatrices ont eu droit à des chansons drôles et plus sérieuses abordant différents thèmes toujours en lien avec les femmes. La pièce Un petit verre de vin a bien fait rire la salle, tout comme les chansons grivoises dans lesquelles les chanteuses abordent les relations sexuelles de façon comique. À d'autres moments, le rire faisait place à la prise de conscience. Les Chippies ont présenté une pièce sur l'environnement. Louise Poirier, aussi autrice des paroles, a lu un message émouvant destiné aux travailleuses des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Qu'elle amorce son coming out du cauchemar de la fille qui a pogné le mauvais numéro. Je veux trouver les mots pour le dire, pour parler de ton quotidien, trouver les mots pour le dire, de cœur à cœur, de main. Finalement, la dernière chanson du spectacle en a touché plus d'une. Elle a été écrite il y a 20 ans, mais elle est toujours d'actualité. La chanson « Faut qu'une fille veuille » parle du consentement. Les Chippies l'ont mise à l'avant-plan après la sortie du mouvement MeToo en 2020. Après leur rappel, les 3 chanteuses sont venues à la rencontre des spectatrices qui avaient tout un bon commentaire sur le spectacle. André et Louise Poirier sont des sœurs. La 3e membre du trio est une amie de Louise. Elles se connaissent donc toutes très bien. C'est certainement pour cette raison qu'elles ont une chimie aussi palpable sur scène. Les Chippies ont vu le jour en 1995 alors qu'elles avaient eu une demande pour faire un spectacle pour le 8 mars. On s'est développé, on était 8 femmes sur scène pour le 8 mars, puis avec des différentes formes d'art de la scène. Et on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Toutes les années, on faisait une thématique différente. Ça allait beaucoup avec l'air du temps, tu sais, ce qui s'était passé dans l'année souvent ou ce qui allait se passer. Puis, à un moment donné, on a épuisé un peu les ressources d'artistes femmes dans la région parce que, bon, c'est 8 sur scène, tu sais, ça fait du monde, là. Fait qu'à un moment donné, on était à court de... Puis aussi à court de sous parce que c'est dur d'amener 8 femmes sur scène pour des spectacles. Il y a trop d'enjeux d'argent. Fait qu'on s'est dit, bon, on est le noyau initial, fait qu'on pourrait, nous, faire ça, faire les Chippies. Les 3 artistes sont des féministes dans l'âme et elles s'assument. Ça fait longtemps qu'on est féministes depuis qu'on sait qu'on est des femmes puis qu'on a du travail à faire. Pour garder nos acquis, ben, je veux dire, ça va de soi qu'on travaille dans ce sens-là. Puis on aime beaucoup la dérision, on aime beaucoup rire aussi, de faire des parodies, puis s'amuser, puis parler de toutes sortes d'affaires mélangées, là. Des fois sérieux, des fois juste pour la rigolade, parce que c'est ça qu'on est venu faire. En fait, on est venu apporter de la joie parce que votre vécu de travailleuse, il est dur. Votre réalité est dure, puis vous travaillez avec quelque chose de difficile. Fait que nous autres, on voulait vous amener des sourires. Puis, Les artistes sont originaires de Gatineau et elles sont toutes âgées de plus de 60 ans. Pour le moment, elles font généralement de la scène lors de la Journée des droits de la femme, mais c'est possible de le faire toute l'année à la demande. Joanie Gaudreau, à Forestville. Arthur Bordelot de CJSR nous présente le groupe Les 430 sous, un groupe de joyeux retraités qui reviennent à leur premier amour, soit celui de faire de la musique. Donc, moi, je m'appelle Yves Blais. Je fais de la musique avec le groupe comme depuis la fondation, depuis le début janvier. Et le groupe s'appelle Les 430 sous.
et on est ensemble pour avoir du fun, essentiellement avoir du fun. On est justement à la Sapristi, où c'est que Marc Duval nous laisse pratiquer à toutes les semaines sur une scène comme si on était en scène. Mon nom, c'est Gilles Bouffard. Je suis musicien. J'étais un ancien musicien qui a repris ça il n'y a pas tellement d'années. Par contre, je ne chantais pas. Maintenant, j'ai décidé de chanter. Moi, je m'appelle Marie Hansen. Je suis invitée pour chanter un peu sur quelques tunes et faire de la clarinette aussi. J'ai joué de la clarinette au secondaire, mais depuis le secondaire, j'ai pas vraiment été sérieuse. Avec les enfants, le travail, tout ça, les études. J'ai pas eu le temps, mais là, mes enfants ont grandi un peu plus, fait que j'ai un peu plus de temps pour faire quelque chose pour moi, que je fais plus de musique, là. Ah ben, on élève les enfants, on se trouve une carrière, parce que musicien, on le sait, ça pourrait être un métier, mais pour quelques-uns seulement. Sinon, on va manger des toasts au beurre de pinot toute la vie. Alors, comme par hasard, j'ai pu prendre ma retraite et garder encore toutes mes options, mes doigts, tout ça, et puis pour pouvoir jouer, pour refaire mon plaisir de jeunesse. Un jour, j'ai dit que j'allais jouer au Moulin Marcoux, à Pont-Rouge. Alors, mes enfants m'ont donné comme cadeau de Noël la salle. Alors, je trouve que c'était une très bonne idée. J'ai rencontré les copains. Et puis, je les ai parlé de ça. Tout le monde est emballé, tout le monde veut rentrer là-dedans. C'est comme parfait. J'ai fait de la musique un peu comme Gilles disait, quand tu es ado. Ça, j'en ai fait pas mal. Et on a le plaisir à la retraite de retrouver ce qu'on faisait quand on était ado. Fait que c'était un bon timing pour le faire. J'ai fait de la musique aussi, un peu comme les gens ici, on a fait du bar, ce genre de choses. Pour ça, donc, j'ai fait ma carrière dans d'autres choses complètement. Et à la retraite, au début de la retraite, j'ai embarqué dans un autre groupe. On a fondé un autre groupe qui s'appelait Les Trois Capitaines pour la musique trad. Donc, on a disqué, on a fait quand même pas mal de shows avec ça. Puis la pandémie est arrivée. Puis là, on a fait... Chacun est parti de son bar. Et là, on reprend avec les gars, la gang. Et c'est très cool de faire cette musique-là. Mon nom est Mario Anger. Moi, je suis tout nouvellement retraité. J'ai fait de la musique pratiquement toute ma vie, parallèlement à mon emploi, toujours par plaisir. Moi, je suis technicien pour la compagnie Canon. Puis j'ai fait ça toute ma vie. Puis parallèlement, les fins de semaine, j'ai joué de la musique, là, du blues, j'ai joué du chansonnier, j'ai joué du rock un peu plus. J'ai fait pas mal tous les styles. Puis moi, je joue de la basse. Fait que j'ai joué de la basse, la contrebasse. J'ai fait du chansonnier aussi avec la guitare et tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, toujours par plaisir. Je n'ai pas gagné ma vie avec ça. Hein. Puis, écoutez, l'histoire a commencé, l'aventure un petit peu particulière. Je reçois un texto de Gilles qui me dit « Écoute, Mario, j'étais en vacances. Il dit « À ton retour de vacances, j'aimerais qu'on se parle. » J'ai aucune idée. Je me doutais peut-être que c'était de la musique parce que je savais qu'il était musicien, mais on ne se connaissait pas du tout. Je ne connaissais aucun membre du groupe non plus. Donc, Gilles, on s'appelle, il me dit « Viens, on va aller déjeuner ensemble. » Prendre le temps de parler un petit peu. Il m'explique le concept, un petit peu comment tout ça était parti. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne vous répéterai pas tout ça. Gilles vous l'a raconté, la salle, tout ça, qu'il y a eu en cadeau. Donc, j'ai dit oui, j'embarque là-dedans. Puis, la première répétition qu'on a eue ici, bien, je ne connaissais aucun des membres, tout ça. Ça a été une belle surprise de rencontrer des musiciens là, très, 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 très bons. Puis, de toute façon, la musique, c'est un langage universel. Entre musiciens, on a toujours du plaisir. On a quelques compositions. C'est essentiellement des covers. Puis, on a quelques compositions qu'on va faire aussi. Aubert est un compositeur assez émérite. Là. Il a apporté quelques compositions, mais eux aussi en composent. Donc, on va prendre ces pièces-là et on va les monter pour le groupe. Beaucoup de pièces québécoises, pas mal de pièces des années 70, mais on a quand même pas mal de Pellerin, de Fred Pellerin, qui est plus récent. Donc, et c'est essentiellement francophone. À date, c'est toutes des tunes françaises. Francophones, pas françaises, francophones. Et on prend parfois des arrangements près de l'arrangement original. Parfois, on se promène un peu, on s'amuse avec ça. Prenez des libertés. Ça peut arriver.
Et c'est des pièces sur lesquelles on travaille de plus en plus à monter des voix, à avoir des amalgames de voix. Là, on est en train de découvrir ça. Et ça aussi, ça va faire donner un autre niveau à ce qu'on est en train de faire. J'ai la chance d'avoir Yves, multi-instrumentiste, avec plein d'instruments à cordes et clarinette. J'ai Mario qui est bassiste, contrebassiste, mandoline, guitare, chant. Je suis entouré de très bons musiciens. C'est magnifique. J'ai Mary avec une voix et clarinette et guitare aussi. J'ai Aubert avec ses compositions, les textes, il fait des textes, très bons textes. Et puis, qui fait de la percussion aussi, il fait guitariste. Le groupe est récent. Je crois que c'est à Noël, qu'on s'est rencontrés par hasard à un micro ouvert. Et puis, le prochain concert, c'est le 19 juillet au Moulin Marcoux, dans la grande salle. Et puis, alors, je fournis les laissez-passer. Ce sera une contribution volontaire. Et puis, il va y avoir plein de musiciens, plein d'invités. Alors, on vous souhaite une super soirée. Venez nous voir, vous allez adorer. Valérie Pinault de Télévague a rencontré Jessie Walker, une jeune entrepreneur qui développe une école de danse hip-hop. Jessie, comment ça a commencé l'aventure de Flive Movement? Bien, j'ai commencé ma compagnie l'année passée, en mois de mai. Ça a commencé comme école de danse pour des activités pour les jeunes de 4 ans à 17 ans. Puis je travaille avec les écoles, les organismes, les municipalités, pour enfin pour subventionner les programmes, pour rendre le service accessible aux communautés gratuites. Fait que c'est ça le projet. C'est quoi ton expérience, ton background en danse? Mon background en danse, j'ai commencé la danse hip-hop quand j'étais 7 ans avec l'école de danse d'Annie Pierre. Puis j'ai fait des compétitions régionales, j'ai compétitionné à Limelight, à Hit the Floor. C'est vraiment une expérience géniale. Fait que j'ai à peu près 25 ans d'expérience en danse hip-hop. Pourquoi tu as voulu partir ta propre entreprise? Ben, je trouvais qu'il y avait un manque de services côté anglophone. Fait que je voulais vraiment rentrer puis faire quelque chose de nouveau, offrir quelque chose de nouveau au public, puis quelque chose avec un prix abordable pour que tout le monde puisse joindre dans les cours. Fait que ça a commencé de même. Après ça, j'ai décidé de aussi rentrer sur le côté francophone, travailler avec des organismes, des écoles, des municipalités. C'est la municipalité de Passeville-Biac qui paye pour l'atelier aujourd'hui pour les enfants. Fait que c'est vraiment un projet qui est lancé pour être capable de redonner au public. Là, tu te déplaces dans quel secteur avec ton unité mobile? Je déplace pas mal partout en Gaspésie. J'ai un trailer avec des miroirs portables, avec un speaker portable. Fait que ça me permet d'aller n'importe où en Gaspésie, de me promener, d'aller dans les salles, d'aller dans les écoles pour offrir mes services. Fait que c'est une école de danse mobile. Les jeunes, est-ce qu'ils aiment ça, danser puis se voir dans les miroirs? Ah, ils adorent ça. Quand je rentre avec mes miroirs, ils sont tellement excités de se voir là-dedans, de voir leurs mouvements. Je trouve que ça les aide beaucoup dans le danse pour être capable de voir ce qu'ils font. Mais ils adorent ça et ils trouvent ça vraiment trippant. Même les speakers puis les lumières, c'est sûr, les jeunes, ils aiment ça. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'activités que tu as créées récemment? Bien, récemment, j'ai lancé un projet avec Loisirs Sport Gaspésie et les îles de la Madeleine pour commencer à faire des activités, pas juste pour les jeunes, mais aussi pour notre plus âgés. Fait que j'ai commencé à travailler pour faire des projets avec les 5 ans plus. J'ai rentré aussi dans les centres des aînés pour faire des activités, pour les mobiliser, pour faire socialiser les gens. Fait que c'est un projet qui me touche vraiment au cœur, tu sais. Puis j'aimerais ça, dans les prochains mois, d'être capable de rentrer dans plus des centres des aînés, oui. Est-ce que les aînés y participent? Aimes-tu ça? Ah oui, ils adorent ça. On a même fait le Macarena, on a même dansé l'autre jour, c'était vraiment fun. Mais, tu sais, quand j'ai rentré dans les centres, j'ai vu qu'il y avait une manque d'activité,
un petit peu manque d'énergie. Fait que je voulais rentrer, je voulais emmener mon énergie là-bas, donner quelque chose à faire. On joue des jeux de poche, on joue au quai, on joue de bingo, on joue aux jeux de fer. Tu sais, on fait des entraînements à chaque jour, on s'étire. Fait que j'adore ça, j'adore la job, j'adore d'être là, puis j'ai vraiment hâte de voir c'est où ce que ce projet va m'emmener. La meilleure façon de te contacter, c'est comment? Tu peux toujours aller sur mon site Facebook. J'ai un site, ça s'appelle Fly Movement Dance Company, Jessie Walker, ou sur mon page Facebook à moi-même, Jessie Walker. Puis tu peux aussi m'appeler à mon cellulaire. C'est le 438-828-3117. C'est quoi ta vision pour le futur pour grossir ta compagnie? Mais j'aimerais ça rentrer dans, tu sais, de faire plus de partenaires, travailler plus avec d'autres écoles, d'autres municipalités, d'autres organismes pour être capable de servir un territoire qui est plus large. Tu sais, je suis capable de servir les anglophones, les francophones. Fait que le but dans les prochaines années, ça va être de créer des liens. Tu sais, de trouver aussi, de commencer avec des commanditaires, des sponsorships pour être capable d'agrandir la compagnie, pour être capable d'en donner plus. J'aimerais, tu sais, un jour, c'est sûr, j'aimerais aussi engager des gens quand ça agrandit pour aller dans les centres des aînés, aussi pour être capable de, tu sais, donner des cours de danse, enseigner. Fly Movement commencera une nouvelle session de danse hip-hop le 22 mars à l'Arena de Passepébiac pour les jeunes de 4 à 17 ans. Fly Movement organisera un concours de danse à la fin de la session avec des prix exceptionnels pour les gagnants. Le prix pour la première place sera une chorégraphie professionnelle de danse d'une valeur de 2 000 $. Afin de se diversifier, Jessica offre même de la danse virtuelle pour toutes les écoles, municipalités, organisations et événements. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.